Alors, très nombreuses questions. Vous pouvez bien sûr continuer à réagir sur votre écran. Madame, je vous ai promis la parole. Et ensuite, beaucoup de questions sur les privilèges, parce que énormément de questions se sont posées. Mais allez-y, posez votre question. Monsieur Sarkozy, dans plusieurs de vos réponses, vous avez abordé les 35 heures et leur application. Pensez-vous modifier cette application? Et si oui, quelles seront ces modifications? Oui, la réponse est oui. Je compte modifier, si vous me faites confiance, et si vous m'élisez président de la République, je compte modifier cette application. Comment? Je vais essayer d'être le plus simple possible. Je souhaite que les 35 heures restent un minimum, mais en aucun cas un maximum. C'est-à-dire que tous ceux et toutes celles d'entre vous qui veulent rester aux 35 heures, vous pourrez le faire. Mais ceux qui veulent travailler plus, et les entreprises et les usines qui veulent donner davantage de travail, pourront le faire. Concrètement, ça se traduira comment? On aura le droit de donner des heures supplémentaires. Qu'est-ce que je propose sur ces heures supplémentaires? Que l'entreprise soit encouragée à donner davantage de travail en ne payant pas de charges sociales sur les heures supplémentaires. Que vous, madame, si vous travaillez plus de 35 heures, vous ne payez pas d'impôt sur le salaire supplémentaire. Je prends un exemple. Si vous êtes au SMIC, 1 250 €, et si vous travaillez 50 minutes de plus par jour, ça fait 15% d'augmentation de salaire. Comment l'État s'y retrouvera-t-il? Quand on est au SMIC et qu'on gagne 15% de plus, ça part dans la consommation. On n'a pas de quoi thésauriser, faire des économies, ce qui créera des recettes de TVA. Reste un problème. Comment garantir que vous aurez la liberté de choisir de travailler plus ou pas? Puisque je souhaite qu'il y ait une liberté. Eh bien, j'engagerai des négociations avec les syndicats pour savoir comment on garantit la liberté pour chaque salarié de refuser de faire des heures supplémentaires ou d'accepter les heures supplémentaires. Voilà, madame, ce que je proposerai. Et je proposerai pour la retraite la même chose. On garantit les 40 ans, mais ceux qui veulent continuer auront une meilleure retraite. Et ceux qui sont à la retraite et qui veulent un boulot à temps partiel pourront le faire. Je veux pour vous la liberté. Ce matin, Nicolas Sarkozy, en parlant, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens qui pensaient qu'il y avait deux France, une France qui a de la chance et une France, en gros, qui a du piston, et une France qui a moins de chance. Alors, il y a trois questions que j'avais listées. Chantal, je crois que vous aviez une question à poser sur les prêts à taux zéro. Il y avait une question de Nicole aussi. Bonsoir, monsieur le ministre. Donc, j'avais une question. Tout à l'heure, vous parliez des prêts à accession à la propriété à 5, quelque chose. En ce qui concerne les députés, ils ont des prêts à taux zéro. Pourquoi pas faire ça pour tout le monde? Il y avait une question de Nicole aussi, je crois, sur les... Oui. Allez-y. Toujours sur les privilèges, hein, pour qu'on regroupe les questions. Monsieur le ministre, à nouveau, moi je parle des personnes qui bénéficient encore actuellement au Palais Royal, pour ne pas le citer, d'appartements à des prix dérisoires de loyer, alors que le minimum studio, nous le trouvons à 800, 900 € et même plus. Et ces personnes-là ne gagnent même pas le SMIC, donc il y a une France à deux vitesses. Je crois que nous sommes tous les maillons de la chaîne et qu'ensemble nous devons donc un petit peu réparer ces inégalités. Voilà ma question. Il y a une question de Jean-Marie aussi sur les salaires des ministres. J'avais cru entendre ça ce matin. Jean-Marie. Question, oui, moi. Oui. Oui. Allez-y, pardon. En juillet 2002, quand vous êtes arrivé au gouvernement, vous êtes octroyé une hausse de salaire de 70%. Donc je me demandais si vous comptiez faire quelque chose pour le SMIC. Voilà, donc sur ce qu'on appelle les privilèges, Nicolas Sarkozy, je vous laisse répondre. C'est d'abord tout à fait normal. Moi, je veux une république irréprochable. Donc une république irréprochable, c'est une république où on dit les choses. En ce qui me concerne, en tant que ministre de l'Intérieur, je gagne 11 000 €. Et si je suis mis dehors du gouvernement, ou si je perds les élections, je serai payé pendant 6 mois, et après, terminé. Si vous voulez mon jugement sur ce salaire, je considère que compte tenu de mes responsabilités, je ne vole pas cet argent. Et que pour moi, non, mais j'essaie d'y répondre très simplement, et que pour moi, je considère qu'une grosse rémunération, quand il y a un grand risque, c'est normal. Ce que je n'accepte pas, c'est les golden parachutes, c'est-à-dire celui qui s'octroie des gros salaires et qui, en cas d'échec, a une grosse indemnité. En cas d'échec, je n'ai pas d'indemnité. Deuxièmement, sur les appartements de fonction, je voudrais dire que la procédure actuelle est excessive. Tous les ministres n'ont pas besoin d'un appartement de fonction. Qu'est-ce qui a besoin d'un appartement de fonction?
les ministres qui peuvent être appelés de jour et de nuit, parce qu'il se passe toujours quelque chose. Je pense au ministre des Transports, je pense au ministre de la Défense, je pense au ministre de l'Intérieur, c'est pas parce que je le suis, mais vous imaginez bien que pour moi, les nuits sont aussi chargées que les journées, et que le samedi-dimanche, c'est des moments particulièrement intenses pour le ministre de l'Intérieur, pareil pour le 31 décembre ou le 24 décembre. Si je suis élu président de la République, je ne laisserai un appartement de fonction que pour les ministres qui en ont vraiment besoin. Pour dire les choses comme elles sont, je ne voudrais pas être vexant à l'égard de qui que ce soit, mais je ne suis pas persuadé que le ministre d'un domaine, par exemple la communication, ait essentiellement besoin d'être présent à son ministère en pleine nuit. En revanche, monsieur, celui qui est ministre de l'Intérieur, il a besoin d'être joignable à toute heure du jour et de la nuit. Les prêts à taux zéro, vous avez parfaitement raison d'être choqué par cela. Je le dis d'ailleurs, jeune député, j'en ai profité. Ils sont limités. Non, il faut que tout se sache. On a le droit, dans une carrière de député, une fois, et je crois qu'à l'époque, en tout cas à mon époque, je ne veux pas vous dire de bêtises, mais ça devait être limité à 150 000 €. Mais c'est un privilège qui n'a pas de justification. Enfin, sur le SMIC, c'est quelque chose qui est intéressant. Moi, je ne veux pas l'augmentation du SMIC, je veux l'augmentation des salaires. Pourquoi? Parce qu'à force de se baser sur le seul SMIC, on casse l'échelle des salaires. C'est le salaire d'une grande majorité de Français. C'est le salaire de la moitié. C'est pas rien. C'est le salaire de la moitié. Mais monsieur, voyez-vous, chaque fois que vous augmentez le SMIC, vous trouvez en situation des gens d'être éloignés de l'emploi, mais surtout, vous posez le problème de ceux qui sont juste en dessous, au-dessus, et qui se disent, et pourquoi pas nous? J'ai préféré, peut-être à tort, mais c'est ce que j'ai voulu faire, poser la question du pouvoir d'achat parce que les salaires sont trop bas en France, c'est parfaitement exact. C'est ce que j'appelle le travail ne paye pas. Monsieur avait cru comprendre, je disais qu'il y avait les glandeurs d'un côté, pour reprendre votre expression, ou les assistés de l'autre. C'est pas du tout ça que j'ai voulu dire. J'ai pas voulu culpabiliser les uns. J'ai voulu simplement dire, écoutez, c'est pas normal, il faut qu'il y ait plus de différence entre celui qui travaille que celui qui est assisté. Enfin, dernier point, si on pose la question des privilèges, alors il faut les poser pour tout le monde, et pas simplement pour les seuls ministres. Il faut clairement poser la question des privilèges. Moi, je suis tout à fait prêt à faire la transparence. D'ailleurs, qu'est-ce que j'ai à cacher? Vous savez, moi, ma vie, j'ai hérité de personne. Je me suis battu dur pour être là où je suis. On peut m'aimer, pas m'aimer, voter pour moi, pas voter pour moi. J'ai pas volé ma place. Des coups, j'en ai pris. J'en ai donné aussi. Mais on m'a rien donné. Et si je suis ici devant vous à parler pour essayer de réveiller une France, la France du travail, la France de l'espoir, c'est parce que je voudrais tellement que la promotion sociale soit un objectif possible pour chacun d'entre vous. Je voudrais que... Enfin, il y a une anecdote, je ne sais pas si vous vous amuserez, il y a une dame dans la rue il y a 3 ans qui m'a dit « Je vous aime bien, vous ». Je lui dis « Mais madame, pourquoi ?» Quand je vous vois, je dis à mon fils « Si lui a réussi, toi tu dois pouvoir le faire ». Je ne pense pas que c'était très aimable, mais ça m'a beaucoup servi. Parce que je me suis dit, dans le fond, moi je suis parti du public, je n'ai pas hérité d'une circonscription, je me suis battu à toutes les étapes de la vie et j'ai grimpé les échelles. Reste à savoir si le dernier barreau, j'arriverai à le grimper, mais ça dépend de vous. Mais je les ai grimpés. Et ce que je veux, c'est pouvoir redonner de la fluidité à la promotion sociale. J'en ai assez, moi, d'une société où le fils de paysan n'a d'espoir que de devenir paysan, où le fils d'ouvrier n'a d'espoir que de devenir ouvrier. Je voudrais qu'on puisse monter l'échelle sociale. Ce sont les valeurs qui sont les miennes. Je crois au travail, je crois à l'effort, je crois à la récompense, je crois au mérite. J'aime pas le nivellement, j'aime pas l'assistanat, j'aime pas l'égalitarisme. C'est pour ça que j'ai voulu me battre là-dessus. Alors ça ne veut pas dire que je veux affamer le smicard. Et ça ne veut pas dire, mais écoutez, la démagogie, ça serait de dire, écoutez, je suis ministre de l'Intérieur, je vais être payé au SMIC. Ça n'a pas beaucoup de sens. Il y avait une question, justement, puisque vous êtes, non, mais je sais bien, mais vous puisque vous êtes ministre, il y avait une question de Lydie, je crois, sur le fait d'être ministre. Monsieur le ministre, Bonsoir, madame. Je voulais savoir si ça ne vous gênait pas d'avoir les 2 casquettes, c'est-à-dire être ministre de l'Intérieur et candidat, à savoir quand même que le ministère de l'Intérieur organise les élections. Donc voilà, je voulais... Bien sûr. Et combien de temps encore? Oui, combien de temps en plus? Ça, c'est la mienne. Oui, pardon. Voilà. Excusez-moi, j'en ai posé une. Oui, mais celle-là... Une seule. Elle vaut cher.
Bon, Lydie, je vais essayer de m'en expliquer devant vous. En 2002, le président de la République m'a confié la tâche de ministre de l'Intérieur. Et il m'a dit qu'il faut faire baisser l'insécurité. Et puis en 2004, il m'a mis ministre des Finances, et puis nous avons eu un différend, le président et moi. Il ne voulait pas que je devienne président de l'UMP, et moi je voulais le devenir. Il m'a dit, il ne faut pas que tu sois candidat, ou tu quittes le gouvernement. J'ai quitté le gouvernement. Et puis en 2005, il y avait une situation bien difficile, le référendum sur l'Europe avait été perdu, et le président m'a demandé de revenir dans le gouvernement de Dominique de Villepin pour me dire, il faut que tu t'occupes de l'insécurité et de l'immigration, et que tu fasses le mieux possible. Alors, quel est mon raisonnement là-dessus, madame? C'est de faire mon travail le plus longtemps possible. Encore le mois dernier, la délinquance a reculé de 0,16%. Est-ce que vous croyez que je pourrais dire aux Français, comme ça, ben écoutez, j'ai décidé d'être candidat, donc je vous laisse tomber. L'insécurité, ça ne m'intéresse plus. J'ai un texte en ce moment, le texte sur la prévention de la délinquance au Sénat. Je peux dire aux Français, ben écoutez, je suis désolé, il y a ma campagne, j'ai plus le temps de m'occuper de vous. Je m'en vais. Terminé. Je défends même pas mon texte jusqu'au bout. Est-ce que vous pensez qu'on m'en serait reconnaissant? J'ai pris des engagements, des responsabilités devant les Français. Celui d'assurer leur sécurité le plus longtemps possible. Je le ferai jusqu'au bout. D'ailleurs, j'observe qu'il y a plein de mes amis qui disent, il faut que tu t'en ailles, Nicolas. Parce que tu vas avoir plein d'ennuis. Des ennuis, pour en avoir, j'en ai. Alors je vais partir. Je partirai quand? Eh bien, je partirai à partir du moment où il y a un devoir de réserve qui s'impose pour les ministres. C'est-à-dire, grosso modo... Un mois avant l'élection? Un peu plus d'un mois avant le... Pourquoi? Fin mars. Parce que s'il y a un devoir de réserve, je ne peux pas faire ensemble. Mais j'aurais eu, Lydie, je vous permets de me croire, la satisfaction de regarder les Français dans les yeux et de leur dire, j'ai pris un engagement, et je le tiendrai. Depuis 2002, on peut me combattre ou me soutenir. Mais il y a une chose qui est, j'ai pas menti. J'ai assumé mes responsabilités. Quand ça marchait et quand ça marchait pas. Quand j'avais en face de moi quelqu'un dont je pensais que c'était un voyou, je l'ai dit. J'ai pas eu peur. J'ai pas reculé. J'ai dit que je serais le ministre de l'Intérieur tant que ça serait possible. Parce que mon devoir, c'est pas de laisser tomber les Français. C'est d'aller jusqu'au bout. Et imaginez un peu, je viens devant vous, vous m'auriez dit, alors, vos ambitions, hein, ça compte plus que nous. Eh bien, je vais jusqu'au bout. Je n'ignore aucun des risques. Demain, je peux avoir un drame. Et on me le mettra sur le dos. Bon. Mais c'est mon idée de mes responsabilités. Donc jusqu'au bout, vers la mi-mars. Et en faisant ça, Patrick Poivre d'Arvor, Lydie, je serai le premier à m'imposer une règle qu'aucun autre ne s'est imposée. J'ai vu que François Hollande était très excité là-dessus. Bon. Excusez-moi. Ben, il ne devrait pas s'exciter d'ailleurs. Parce que dans le même temps, il dit que je suis un mauvais ministre de l'Intérieur. Ben, que les Français le constatent. Il devrait m'encourager à rester si j'étais si mauvais que ça. Mais lui, François Hollande, quand il était le directeur de la campagne de Jospin, il ne doit pas demander de partir. Donc moi, je partirai, j'organiserai pas les élections. On aura un mois et demi pour les organiser tranquillement et je serai candidat. Et croyez-moi, pour mon emploi du temps, pour ma fatigue et pour les risques que je cours, ça sera beaucoup plus facile. Mais il ne sera pas dit qu'un seul Français pense que j'ai choisi mes ambitions plutôt que le boulot que j'avais à faire au ministère de l'Intérieur. Puisque vous parliez de délinquance, il y avait deux questions, je crois, de Jérôme et Daniel sur la délinquance. Et après, on... Excusez-moi. J'en ai une je crois aussi. sur la délinquance, voilà. J'en ai une. Allez-y. Donc bonsoir Monsieur Sarkozy, voilà. Tout à l'heure vous parlez de discrimination positive, que vous êtes aussi le fruit de... Moi aussi, je l'assume. J'ai quelque chose que j'ai du mal à comprendre. Et je pense que d'autres jeunes dans mon cas ont du mal à se sentir français quand, par exemple, moi je travaille de temps en temps, je vais voir mes amis, on en a un café dans notre quartier, là-bas, et on trouve une équipe de CRS qui nous contrôle. Bon bah une fois d'accord, 2 fois, 3 fois, mais on est des citoyens comme tout le monde. Et je pense que ça aussi, ça nous aide pas à nous intégrer. Donc je pense qu'aussi il faut faire quelque chose par rapport à votre discours. Je le critique pas, d'une police plus répressive que préventive, parce que avant, je pense on avait des auxiliaires de police qui osaient parler avec nous. Aujourd'hui, c'est des regards froids et c'est quelque chose que je comprends pas. On est des hommes, donc je pense qu'on peut avoir un rapport d'homme à homme, pas d'homme à bête. Donc c'est ça, c'est ma question. Toujours sur la délinquance, est-ce qu'il y a d'autres questions? Je peux peut-être répondre. Oui, répondez. Parce que c'est très important. Oui. D'abord, si des policiers se comportent de cette façon-là, c'est inadmissible parce qu'ils sont les policiers de la République.
Et je vais même plus loin, monsieur. J'ai formellement interdit, y compris le tutoiement. Y compris le tutoiement. C'est-à-dire, moi je considère que le manque de respect commence à cela. Et l'immense majorité des 150 000 policiers de France, ce sont des gens républicains. Chaque fois que j'ai été saisi d'un manquement aux règles déontologiques, j'ai sanctionné extrêmement durement. Deuxièmement, vous m'avez dit une police de la répression. Attendez, essayons de nous mettre d'accord là-dessus. Si la police n'arrête pas les délinquants, qui le fera? Je comprends ce que vous dites. Non, mais vous comprenez ce que je veux Oui. dire? Le boulot de la police. Si la police ne fait pas son boulot d'arrêter les délinquants, qui le fait? Oui. Et c'est la raison pour laquelle la police faisant ce travail-là, d'arrêter les délinquants, je ne veux aucun amalgame entre les délinquants et les jeunes. On m'a fait tout un procès parce que j'ai parlé à Argenteuil des voyous ou des racailles. Mais à aucun moment j'ai voulu distinguer ou désigner les habitants des quartiers. J'ai voulu simplement distinguer ceux qui nous jetaient des cocktails Molotov, ceux qui font brûler les voitures des autres, ceux qui violent dans les cadres sordides, ceux qui foutent le feu à un bus avec une petite jeune fille qui n'avait rien demandé à personne, qui se trouve brûlée à 62%. Pourquoi faire l'amalgame? Mais si la police, monsieur, n'arrête pas ceux qui le méritent, qui le fait? Est-ce que monsieur vit mal? C'est oui, le délit voilà. de faciès. Mais il a tout à raison, fait, d'ailleurs. je trouve Il a ça raison. inadmissible. Moi, il y a des fois, sincèrement, je suis né en France. Mon père, je suis d'origine algérienne. Mon père a fait la guerre avec l'armée française. Il a été décoré. Et aujourd'hui, quand par exemple, les fois où je me suis fait arrêter et que j'ai senti, j'ai eu des, je peux le dire, hein, j'ai déjà eu des insultes racistes. Genre, t'es un petit gris ou on nous met les menottes, un petit gris. Ah bon. On nous met les menottes, on nous met à genoux. Et j'ai demandé qu'est-ce que j'ai fait. J'ai rien d'illicite sur moi. Il m'a dit ferme ta gueule. Et il m'a dit mets-toi à genoux. C'était C'est quand? pour ça que j'ai pas compris. C'était quand? C'était justement en 2005. Mais Bon, alors vous savez ce qu'on va faire? Après, il paraît qu'on nous offre un verre. Oui, oui, vous avez le sais droit pas. de leur parler, bien sûr. Moi, je vais rester. Enfin, je dis spectateur. moi aussi je vais rester. Bon, ben, très bien. Alors, vous savez ce qu'on va faire? Je le dis devant les téléspectateurs. On va se voir. Vous allez me dire le jour, quand et où. Et je vous garantis que je n'accepte pas cela. Si on vous a dit ce que vous m'avez dit... Non, je suis formel. Mais, monsieur... Je suis même rentré chez moi, je marchais. Mais, monsieur, et je serais limite, très j'avais mal heureux au d'en cœur, parler avec vous. J'avais du mal à... Et d'en tirer toutes les conséquences. Vous savez, c'est pas le genre de choses que je laisse passer. Sur l'injustice, et sur la justice, il y avait une question de Frédéric. Oui. Monsieur Sarkozy, bonsoir. Je m'appelle Frédéric Poitou, j'habite Aix-en-Provence et je suis chef d'entreprise. Et je suis accessoirement papa d'un petit garçon que je n'ai pas vu depuis 2 ans. Et une des origines de ce problème est une réforme certainement profonde qu'il y a à faire de la justice civile et familiale en particulier. Alors je vais vous poser 3-4 petites pistes comme ça et vous répondrez si ça vous intéresse. Pourquoi ne pas demander au procureur de motiver les classements presque systématiques des plaintes pour non-représentation de l'enfant? Pourquoi ne pas inscrire l'aliénation parentale au titre des maltraitances à enfants dans la future loi sur la protection de l'enfance? Pourquoi ne pas poursuivre immédiatement les parents qui sont coupables de faux témoignages, d'allégations de pédophilie, etc. Et je sais de quoi je parle. Et On peut préciser que vous avez... Oui, on ne précise pas. Bon, je le précise. Et une question un petit peu plus politicienne. Est-ce que vous prendrez Jean-Louis Borloo comme Premier ministre? Alors, c'est 2 sujets à part. Hein. Si vous n'aimez pas, on met Jean-Louis Borloo. Oui, j'avais compris qu'il n'y avait pas de rapport Non, pas immédiat. entre la lutte contre la pédophilie d'un côté et le choix du Premier ministre de l'autre. Donc, je retiens votre proposition, la motivation du classement sans suite, c'est une bonne proposition. Comprenez bien, le procureur, c'est celui qui reçoit vos plaintes. Et bien souvent, ces plaintes sont classées sans que celui, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de suite, qui a déposé plainte ne sache pourquoi. Bonne suggestion, je la reprends à mon compte. Deuxièmement, je ne veux pas entrer dans le détail des choses, mais je pense que la détention provisoire devrait être exclusivement autorisée lorsqu'il s'agit de quelqu'un qui a porté atteinte à l'intégrité physique de la victime. Ce n'est pas la même chose de voler le sac d'une vieille dame en lui cassant le bras parce qu'on l'arrache avec une moto ou en le prenant délicatement sur le banc.
C'est pas la même chose d'être un trafiquant de drogue qui tue celui qui consomme que d'avoir fait un délit qui ne porte pas atteinte à la dignité physique de la victime. Je suis très attaché aux libertés. Je ne veux pas qu'on aille aux prisons avant d'être condamné, sauf si on a frappé sa victime. Est-ce que je me fais comprendre? Pour bien montrer que le respect de l'identité de la victime est capital. Deuxième remarque. Les juges doivent être indépendants. Et je garantirai cette indépendance. Mais ils doivent être responsables. Outreau ne peut pas rester comme ça. J'avais été bouleversé par une affaire, l'assassinat de Mme Crémel. 42 ans, partie faire un jogging. Une fille de 11 ans, frappée à mort par un individu qui avait déjà tué une femme et qui avait été mis en liberté provisoire. Je ne dis pas que parce qu'on est juge, on n'a pas le droit de se tromper. On a le droit de se tromper, ça peut arriver à tout le monde. Mais regardez la conséquence. En tout cas, on n'a pas le droit de laisser ça comme s'il ne s'était rien passé, sans demander des comptes. Troisièmement, je demande qu'on change l'ordonnance de 45 sur les mineurs. Ça ne peut plus continuer comme ça. Un mineur de 17 ans d'aujourd'hui n'a rien à voir avec un mineur de 17 ans en 1945. Et d'ailleurs, quand vous êtes frappé par un mineur, ça vous fait la même souffrance que quand vous êtes frappé par un majeur. Quatrièmement, je souhaite qu'on crée des peines planchées pour les multirécidivistes, parce que 50% des délits, c'est 5% des délinquants. Et ceux qui ne comprennent pas qu'on ne doit pas revenir 25 fois devant le même tribunal pour la même chose, je souhaite qu'ils soient punis sévèrement avec la certitude de la sanction. Alors, comment on va bientôt arriver au terme une petite proposition, puisque vous restez à l'apéritif avec nous. Est-ce que vous engagez à ce que je puisse voir mon fils dans les 2 ans qui viennent? Alors ça, vous avez, hors antenne, oui, vous avez une drôle d'heure pour les apéritifs, mais s'agissant de votre fils, c'est une décision de justice. Et le ministre de l'Intérieur ne peut pas imposer à un juge de dire oui ou de dire non. Je peux prendre en compte votre souffrance, je peux intervenir auprès du procureur pour attirer l'attention, mais je ne prendrai pas l'engagement que vous le voyez pour une raison simple, c'est que je n'en ai pas le droit. Voilà. Ça s'appelle la séparation des pouvoirs. Je répète que je souhaite le maximum de questions puissent être posées, donc on va faire une petite rafale de questions différentes. Mademoiselle, oui, par bonsoir. exemple. Les questions que j'aimerais poser, en fait, ça concerne notamment la justice, et à savoir que la délinquance, comme vous le savez, est de plus en plus précoce, et savoir s'il y aurait des réformes concernant l'âge de la pénalité en France, justement, par rapport à cette délinquance précoce et de plus en plus importante. Alors juste un mot très rapidement, je souhaite effectivement une modification. Je souhaite qu'un mineur entre 16 et 18 ans qui est multirécidiviste soit traité comme un majeur. Hein, on a bien compris les choses. 16-18 ans, s'il revient à la délinquance, il faut qu'il sache qu'il sera puni comme un majeur. Et deuxièmement, je souhaite qu'on sorte de nos prisons tous les malades psychiatriques et qu'on crée des prisons hôpitales. Il y a 15 à 20% des détenus qui sont en prison mais qui n'ont rien à y faire, comprenez-moi, parce qu'ils sont malades. Profondément, il faut les soigner. Mademoiselle. Oui, Monsieur Sarkozy, bonsoir. Bonsoir, madame. Moi, j'aimerais savoir comment vous appréhendez le fait qu'il y a de plus en plus de jeunes, et notamment de jeunes diplômés, qui aspirent à partir travailler et vivre à l'étranger. Et je pense, il me semble que ce n'est pas forcément une question qui est liée aux réalités du marché du travail, mais bien plus au discours que vous et la majorité de la classe politique nous tenez, qui sont des discours alarmistes, angoissants et honnêtement très déprimants, dans lesquels on ne se retrouve absolument pas. Ce sont des discours qui sont toujours en train d'attiser la méfiance vis-à-vis d'autrui. Ça va être les habitants des villes vis-à-vis des habitants des banlieues. Ça va être la France vis-à-vis des nouveaux entrants dans l'Europe. Je ne pense pas qu'on puisse continuer comme ça. Moi, je veux vivre dans un pays où on travaille tous ensemble et pas où on avance les uns contre les autres. Sinon, je m'en vais. Et vous en allez pour aller où? Parce que si en vous... Angleterre, Ah bah en Angleterre ou dans les pays du Nord où ils ont une société beaucoup plus solidaire, effectivement. Bon, enfin, il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus. D'abord, que des jeunes partent à l'étranger, c'est très bien. Parce qu'il y a toujours eu les plus jeunes d'une société qui ont voulu conquérir le monde, voyager. Et on ne va quand même pas empêcher les jeunes de partir. Au contraire. En revanche, ce qui n'est pas bien, c'est ceux qui partent parce qu'ils pensent qu'on ne peut plus réussir en France. Et moi, je souhaite que, de nouveau, on donne la chance de réussir. C'est pour ça que j'étais à Londres. J'ai parlé devant des milliers de jeunes qui sont là-bas et qui n'ont qu'une seule idée, c'est revenir, à condition qu'on les laisse travailler.
qu'on les laisse avoir la récompense de leur travail, qu'on les laisse innover, et puis qu'on modernise nos universités, qu'on ait des campus européens comme il y en a partout ailleurs, que nos universités aient l'autonomie, et que de nouveau on soit le pays des chercheurs, des artistes et des entrepreneurs. Je ne pense pas qu'on puisse dire qu'on mobilise les uns contre les autres. La démocratie, c'est le débat. Il faut qu'il y ait des gens qui ont des opinions différentes, on confronte ces opinions, puis vous, les Français, souverainement, vous choisissez. Alors, pour que toutes les opinions puissent s'exprimer, Madame, vous aviez une question à me poser. Bonsoir. Je suis d'origine domienne et nous nous demandons quelles mesures vous prévoyez pour assurer la continuité territoriale. D'abord, il faut arrêter de dire que les DOM ont besoin de la métropole et dire que la métropole a besoin des DOM. C'est ce qui fait de nous une nation présente sur tous les océans du monde. La continuité territoriale, je veux deux choses. D'abord, l'ouverture à la concurrence, parce que les prix sont beaucoup trop élevés pour venir dans les départements. Je ne sais pas si vous êtes des Caraïbes, Guadeloupe, Martinique, c'est cela. Bon, les prix sont beaucoup trop élevés et je veux par ailleurs que les aides soient données aux clients et non pas à la compagnie. C'est-à-dire que ça soit un droit personnel pour vous. Et pendant que je suis sur les départements d'outre-mer que j'aime énormément et que je connais un petit peu, je veux qu'on leur donne la culture du développement économique en faisant une zone franche globale qui permette de créer des activités. Je pense à la Réunion, Guadeloupe, Martinique, mais je pense aussi à la Polynésie et à la Nouvelle-Calédonie. Il n'y a aucune raison de condamner vos jeunes à l'assistanat. Mais la continuité territoriale, c'est qu'on arrête de vous demander les prix qu'on vous demande sur des billets d'avion. Écoutez, c'est extraordinaire, le prix qu'on fait payer. Je n'accepte pas cette réalité, ce n'est pas la continuité territoriale, et les aides qui sont données sont mal utilisées pour cela. Vous avez une question sur votre droite. Oui, bonsoir. Vous disiez que ceux qui veulent y arriver, vous voulez leur donner les moyens de réussir. J'ai choisi une filière qui n'est peut-être pas simple. Je suis viticultrice. Et j'aurais voulu savoir si vous aviez des mesures concrètes à nous proposer pour nous soutenir, parce que c'est une filière économique qui est quand même relativement importante en France. Alors, trois choses. D'abord, je veux un meilleur partage de la richesse avec la distribution. Il faut que vous, les viticulteurs, vous vous organisiez et vous vous rassembliez plus fortement, parce que la création de valeur, elle est trop prise par la grande distribution par rapport aux viticulteurs. Deuxièmement, je veux qu'on arrête avec des importations de vins qui ne correspondent pas aux critères de qualité qu'on vous oblige à respecter. Et vous voyez à quoi je fais allusion. Et troisièmement, je veux qu'il y ait une vraie campagne sur le vin, qui est un produit du terroir et qu'on ne doit pas culpabiliser. Le monsieur à chapeau on ne peut pas vous imposer des règles lui aussi. qu'on n'impose à aucun autre en Europe. Donc je suis parfaitement conscient des problèmes de la viticulture, des problèmes de surproduction pour un certain nombre, et puis de concurrence internationale, puisque maintenant on fabrique du vin partout dans le monde. Et il y a beaucoup de concurrence. Bon. Voilà les trois mesures que je propose pour la viticulture. Monsieur Sarkozy, pour terminer sur la question, pour la viticulture française, ce qui serait bien, c'est qu'on puisse avoir un peu plus de soutien, c'est dans notre pays. On est reconnu dans le monde entier et on ne l'est pas suffisamment en France. Donc ce que nous, on aimerait, c'est que les pouvoirs publics nous aident à dissocier notre produit de certains manufacturiers alcooliers qui ne font pas des produits qui sont toujours très honnêtes. Écoutez, c'est ce que je viens de répondre, mais pour moi, la préférence communautaire, ce n'est pas un gros mot. Monsieur, vous vouliez... Oui, excusez-moi. Levez-vous comme ça, on verra Sarkozy, oui. Ce serait par rapport au pacte écologique et en fait par rapport à la Fondation Hello, votre programme sur ce sujet-là très pointilleux. Et à la fin, j'aimerais bien aller boire un verre de vin avec vous avec plaisir. Je vais vous dire un truc qui va au décevoir, je ne bois pas de vin. Mais enfin, je ne bois pas d'alcool, plutôt. Mais je veux dire, alors, pourquoi j'ai signé le pacte écologique de Nicolas Hulot? Parce que j'étais d'accord. Qu'est-ce que je ferais? Je veux faire payer le pollueur plutôt que le travailleur. Je veux que la taxe sur la pollution passe de 2,5 de PIB à 5 points, et je veux que la TVA sur les produits propres soit systématiquement une TVA à 5%. Je prends l'exemple de la voiture. La voiture propre est plus chère que la voiture qui ne l'est pas. C'est un comble. Eh bien, il faut mettre la voiture propre une TVA à 5,5 et laisser sur la voiture la TVA à 19,6 pour rééquilibrer les choses. Bon. Et je suis parfaitement conscient que le monde
danse au bord du précipice et que c'est tout de suite qu'il convient d'agir. Mais je voudrais aussi prendre mes responsabilités. La France émet 21% de gaz à effet de serre de moins que les autres, pour une raison. C'est grâce au général de Gaulle, nous avons fait le choix du nucléaire. Et je n'accepterai pas qu'on remette en cause ce choix. Dans le pacte de Nicolas Hulot, il y a la création d'un vice-premier ministre chargé du développement durable, et vous n'avez pas répondu à la question sur le Premier ministre. Non, parce que pour moi, sur Jean-Louis Borloo. Oui. Bon, écoutez, ça m'est difficile. Lui, un autre. Non, mais Jean-Louis Borloo est un garçon qui a beaucoup de talent, mais ça m'est difficile de répondre au choix du Premier ministre sans savoir si je serai président de la République. Imaginez que vous le soyez, parce que c'est quand même le but pour l'instant. Est-ce que c'est important de le savoir? Bon, c'est un pas un tandem, que par ailleurs on peut en changer, mais surtout ça donnerait l'impression de m'y croire, alors que je ne m'y crois pas. Je sais trop d'expérience que les élections, c'est à la 20h que c'est terminé. Et croyez bien que j'attaque tout ça avec beaucoup d'humilité, parce que je sais que la route est très longue et que les Français choisiront au dernier moment. Et permettez-moi, mais Jean-Louis est un personnage clé, je suis entouré d'une très bonne équipe dont il fait partie, mais donner le sentiment de se partager les postes alors que rien n'est fait, très peu pour moi. Même avec le soutien de Patrick Poivre d'Arvor. Monsieur, je ne fais que relayer la question de monsieur. Monsieur Poitou. Bonsoir, monsieur le ministre. Je voulais savoir, vous prenez la rupture et le changement. Je voulais savoir votre position sur le statut actuel du président de la République qui, depuis 1958 et le général de Gaulle, a quasiment les pleins pouvoirs et on peut quasiment presque une monarchie au pire. Je voulais savoir aussi ce que vous pensez donc de cette position par rapport à une évolution possible d'une constitution européenne. Et enfin, une dernière question. L'espérance de vie en France d'un homme est de 76 ans. Monsieur Le Pen a 78 ans. Trouvez-vous normal que l'on soit en mesure d'élire un président qui peut ne pas finir son mandat? Merci. Bon, vous savez, ça peut m'arriver aussi. Hein. Ces choses-là, c'est pas une question d'âge. Donc, alors, pour répondre à votre question, je proposerai pour le président de la République 2 mandats, pas un de plus. Parce que j'estime, monsieur, que l'énergie que l'on met à durer, on ne la met pas à faire. Et moi, je veux être un président de la République qui fait, qui agit, qui bâtit, qui construit. Deuxièmement, vous avez raison. Il y a des tendances à la concentration de trop de pouvoir. Moi, je veux être un président qui gouverne ensemble, avec les gens. Et donc, j'encadrerai mon pouvoir de nomination. Je ne veux plus que les nominations soient le fait du prince. Je demanderai donc que pour tous les postes importants, les nominations que j'envisagerai, chacun se soumette à une procédure d'audition publique pour expliquer son programme pour le poste qu'il veut prétendre. Et mieux que ça, je demanderai que les commissions compétentes à l'Assemblée et au Sénat ratifient cette nomination et peut-être même à une majorité qualifiée pour que la majorité et l'opposition se mettent d'accord ensemble. Enfin, dernier point, je veux être le président de l'ouverture politique. Comprenez-moi. Je veux gagner sur mon projet et sur mes idées. Mais je sais bien qu'on ne gouverne pas seul, qu'il faut une équipe. Et je sais que l'équipe, les gens bien ne se trouvent pas dans son seul camp, dans sa seule famille. Je ne suis pas l'homme d'un clan. Je ne suis pas l'homme d'une famille politique. Je veux m'adresser à tous les Français sans exception. Et je pratiquerai l'ouverture. Je ne veux pas mégoter, je ne veux pas de compromis avant. Mais je pratiquerai l'ouverture après. Parce que la France a besoin de l'énergie de tous ses enfants et de tous les talents. Et il n'y a pas 2 équipes de France. 2 mandats, dites-vous, Nicolas Sarkozy. Vous avez laissé entendre de ci et de là qu'un seul vous suffirait en ce qui vous concerne. Ça, c'est un choix personnel si les Français me faisaient confiance. Mais je pense qu'en tout état de cause, ce n'est pas sain que quelqu'un reste trop longtemps au même poste, dans les mêmes conditions. Toutes les démocraties dans le monde, la classe politique se renouvelle. Il faut qu'elle se renouvelle aussi en France. Sur la politique étrangère, il y avait une question de Christian, je crois, sur l'intervention américaine en Iran. Oui, bonsoir Monsieur Sarkozy. Bonsoir, monsieur. Le 12 septembre 2006, vous avez rendu visite à George Bush et vous lui avez évoqué à cette époque, alors que vous étiez candidat, vous n'étiez pas encore candidat, vous étiez ministre et candidat potentiel, mais pas déclaré. Vous lui avez évoqué l'arrogance de la diplomatie française. Et le Washington Post, le lendemain ou le surlendemain, avait taxé votre intervention de très pro-américaine et avec une rhétorique digne d'un membre de l'administration Bush. Depuis,
il s'est passé la non-élection du président américain. Et lors de votre investiture, du congrès de votre investiture, le 14 janvier 2007, vous avez rendu hommage à Jacques Chirac en disant que c'était tout à son honneur d'avoir dit non à l'intervention américaine, excusez-moi, en Irak. Alors, je me pose déjà une première question. Est-ce qu'il s'agit pour vous d'une attitude stratégique ou d'un mea culpa qui serait également tout à votre honneur, j'estime? C'est une première question. Deuxièmement, donc vous aviez spécifié que l'intervention en Irak était une erreur. Erreur, c'est un doux euphémisme, parce qu'on sait que même l'administration américaine maintenant reconnaît que c'est un véritable désastre, et que dernièrement, on peut lire sur le dernier rapport des services de renseignement américains, on peut le lire sur Le Monde du 3 janvier, qu'ils estiment que sur un an ou les 18 mois à venir, le chaos va continuer, la guerre civile continuer entre chiites et sunnites et kurdes. Donc vraiment, c'est pas évident. Ma question importante pour vous, qui serez peut-être notre président bientôt, il y a des bruits de bottes à la frontière iranienne. Les États-Unis commencent à préparer leurs navires de guerre et pas mal de protections antiaériennes sur les pays amis. Si vous êtes élu président de la République, est-ce que vous opposerez à une éventuelle intervention américaine militaire sur l'Iran, sachant que l'Iran, contrairement à l'Irak, est une république islamiste élue démocratiquement par son peuple? Et je crois qu'on a bien compris la question. Oui, non, mais je crois que c'est très important. Oui, mais il faut je crois que c'est important dans la mesure où l'Iran soutient le Hezbollah au Liban, le Hamas en Palestine, et est très présent en Irak auprès des chiites, sachant donc que ces gens-là pourraient développer des actions terroristes en Europe et notamment en France. Alors, la réponse de Nicolas Sarkozy. Enfin, la réponse, il y a un foisonnement de questions. D'abord, monsieur, le fait que le président iranien ait été élu ne le rend pas respectable pour autant. Je rappelle que monsieur Hitler a été élu. Deuxièmement, que les choses soient très claires, le Hamas a été élu, je ne discuterai pas avec le Hamas. Et il ne suffit pas d'être élu pour être quelqu'un de respectable, premièrement. Deuxièmement, une intervention militaire en Iran est-elle possible? Je pense qu'un pays de 75 millions d'habitants, et je pense qu'une annonce de cette nature ne serait pas judicieuse, alors même que les sanctions sur l'Iran sont en train peut-être de commencer à porter leurs fruits, puisque vous l'avez vu, le président iranien a perdu les élections municipales, et je m'en réjouis. Il y a un débat aujourd'hui qui se produit en Iran parce que l'isolement coûte cher. Donc pas question d'intervention militaire. Deuxièmement, monsieur, je mets au défi qui que ce soit de voir un seul de mes propos ayant cautionné l'intervention militaire en Irak. Ni en 2003, ni en 2004, ni en 2005, ni en 2006. Troisièmement, le président Bush a été élu des États-Unis. Le fait que je serre la main du président d'une grande démocratie ne veut pas dire que j'accepte tous ses choix. Monsieur Chirac va aller voir monsieur Poutine, c'est pas parce qu'il lui serre la main qu'il accepte tous ses choix. Et heureusement, c'est pas nous qui choisissons le président des États-Unis. Reste la dernière question, est-ce que je nous considère comme des amis des Américains? Ma réponse est oui. Pourquoi? C'est le seul peuple avec les Polonais avec qui nous n'avons jamais été en guerre dans notre histoire. Au moment de leur indépendance, c'est Lafayette qui était là-bas au nom de la France. Et quand on en a eu besoin, allez donc en Normandie voir le nombre de croix blanches où des jeunes Américains sont venus mourir. C'est une démocratie, nous sommes une démocratie. Pour autant, je souhaite qu'on parle aux États-Unis comme des amis, mais que des amis, on n'est pas obligé d'être d'accord sur tout. Alors et donc on doit pouvoir leur dire non. Pour qu'il n'y ait pas de frustrés, ou le minimum en tout cas, une dernière question. Monsieur... Bonsoir Monsieur Sarkozy, je voulais avoir une... Vous avez dit que vous vouliez enrayer la drogue qui sert à payer des armes. Quels sont vos objectifs pour arrêter ça, justement, cette drogue qu'on insère dans les veines de nos enfants? Une autre question, pendant qu'on y est comme ça, on va pouvoir... Monsieur. Bonjour, Christophe Hermès de Tours. Voilà, donc moi j'ai l'impression qu'on oublie complètement la classe moyenne. On y pense juste avant les élections pour récolter des voix. On y pense après pour mettre la main à la poche.
Voilà. Alors là, on vient de me faire un petit cadeau, 8% sur les impôts. Quelqu'un qui gagne 400 euros, ça lui fait 32 euros de gagner, 2 baguettes et demie. Est-ce que vous croyez que c'est assez? Et qu'est-ce que vous pensez faire pour une réduction d'impôts significative prochainement? Une troisième question. Monsieur Sarkozy, je vous appelais toujours à peu près dans ce sens-là, étant à peu près de la classe moyenne moi aussi. Je suis surpris qu'étant retraité, c'est-à-dire sans augmentation de pouvoir d'achat, les impôts augmentent toujours. On arrive même maintenant à payer l'ISF, grand Dieu, nous devenons riches. Non, mais c'est que le patrimoine était réévalué, surévalué, alors que les grandes fortunes qui sont soumises à l'ISF, elles se cassent. Nous, on est là, on est retaxés, resurtaxés. On nous promettra peut-être une baisse d'impôts comme à nos dernières élections présidentielles, mais je serais quand même content de connaître votre réaction sur ce sujet. Alors sur les impôts et sur la drogue. Donc, sur la drogue, guerre totale, parce que nous sommes de tous les pays d'Europe celui où les jeunes fument le plus de cannabis. L'idéologie héritée de 68, qui a consisté à supprimer l'interdit social sur la drogue, est une catastrophe. La notion même de drogue douce est une absurdité. Si c'est une drogue, elle n'est pas douce. Monsieur Sarkozy, si la drogue était légalisée, vous auriez un regard dessus? Partout où la drogue a été légalisée, demandez donc aux Pays-Bas et en Espagne, ce fut une catastrophe. En tout cas, que les choses soient claires, si je suis élu président de la République, je ne légaliserai pas la drogue, je la combattrai. Mais je vais aller plus loin en parlant de 2 choses. Le problème du suicide des jeunes. Aujourd'hui, c'est la journée. 13 ou 14 000 suicides par an. Donc c'est la journée aujourd'hui. Bien sûr. Et également des maladies, du stress, de la dépression nerveuse, du mal de vivre. Si je suis élu président de la République, je veux donner des moyens à la recherche. Je veux spécialiser des services sur ces questions-là. Et ceux qui sont malades de dépression, ou de stress, ou de mal-être, ou de mal-vivre, n'ont pas à être culpabilisés. Ils portent, quand on a une maladie organique, quand on a une fracture, on va chez le médecin pour se faire soigner. Quand on est dépressif, parce que la vie est dure, parce qu'il y a de la pression, parce que c'est lourd à porter tout ça, il faut faire un grand plan national pour aider ces millions de gens à vivre. C'est une question d'humanité. Et c'est votre question sur la drogue qui m'y a fait penser. Sur les impôts maintenant. Monsieur dit, je n'ai pas parlé des classes moyennes, excusez-moi parce que j'aime pas trop l'expression. Parce que je ne vous vois pas comme un moyenne. La moyenne, d'ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire? Je vais me faire attraper après, parce que, monsieur, la moyenne, vous niez l'existence d'une minorité. En vérité, vous êtes suffisamment riche pour payer tous les impôts. Oui, mais je viens maintenant après de plus en plus à la classe inférieure. Bien sûr, vous avez peur du déclassement. Eh ben, ça mais monsieur, de plus en plus. Quand je parle de la France du travail, et du travail qui doit payer, à qui je parle si ce n'est à vous? Quand je me bats pour que vous puissiez conserver le fruit du patrimoine, pourquoi ai-je proposé la suppression pour 90% des Français des droits de succession, si ce n'est en pensant à vous? Quand on a travaillé toute sa vie, on a le droit de donner à ses enfants le fruit d'une vie de travail. Alors, sur les impôts, j'ai proposé le bouclier fiscal à 50%, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je ne veux pas que l'État, sur aucun d'entre vous, puisse vous prendre plus de 50% de ce que vous avez gagné. Comment on y arrive? Il faut réduire nos dépenses. Quel est le problème qui est posé? Le problème des effectifs dans la fonction publique. J'ai proposé de ne pas remplacer un départ sur 2, parce que je veux que les fonctionnaires soient mieux payés, mieux formés, mieux considérés, mais on ne peut pas continuer à augmenter le nombre de nos fonctionnaires alors même que nous avons l'endettement qui est le nôtre et le déficit qui est le nôtre. Et je dis d'ailleurs aux fonctionnaires de France, ceux qui promettent d'embaucher toujours plus de gens ne sont pas ceux qui vous augmenteront. Je préfère moins de fonctionnaires, mieux payés, mieux formés, mieux considérés, mieux respectés. Mais il va falloir faire des économies. Et ces économies sont parfaitement incontournables si on veut baisser les impôts et réduire la dette de la France. Parce qu'un pays endetté, c'est un pays qui n'est pas libre. Nicolas Sarkozy, ça fait exactement 2 heures que nous sommes ensemble. Vous avez parlé pendant 1h23. Le reste du temps, donc, c'était les Français qui ont pu s'exprimer. Il y a des frustrés, forcément, parce que tout le monde n'a pas pu le faire. Je pense que les questions ont été on ne peut plus spontanées. Et sur la drogue, je crois que la réponse a été donnée. Non, justement, non, parce que
Oui, pardon. Je vous vois pas, Bonsoir, mais... Monsieur Sarkozy, je suis là. Oui, Vous mais avez monsieur, aimé ayez 2 la minutes. gentillesse de respecter ceux qui n'ont pas pu s'exprimer. Non, mais c'est sur la la seule drogue. chose. Il a... Sur la drogue, je crois que la réponse a été faite. Donc là, c'est vraiment une question de Non, mais vous démocratie. avez... Oui, on a... En tout cas, je voulais vous remercier, Nicolas Sarkozy, d'avoir accepté... Non, je suis désolé de ne pas répondre à toutes bien les sûr, questions, mais il va y avoir la je vais possibilité rester, hors antenne de le faire, la Il y aura possibilité un résumé demain. de réagir également sur notre site tf1.fr. Je vous remercie tous d'avoir joué le jeu, vous d'avoir essuyé les plâtres. La semaine prochaine, lundi prochain, ce sera Jean-Marie Le Pen, Marie-Georges Buffet, Olivier Besancenot, et puis ensuite Ségolène Royal, et puis ensuite François Bayrou et tous les autres. Merci à tous. Moi, je voudrais vous remercier de m'avoir interrogé comme ça et d'avoir joué le jeu de la démocratie. Merci Nicolas Sarkozy. Au revoir.